Ils deviennent pourris par la force des choses, la fatalité. On a trop mal. Vous voyez, il a écrit « on a trop mal ». Il n'a pas écrit « j'ai trop mal », on a trop mal. Il aimait la mer, il aimait le soleil. Alors je regarde pour lui. Des fois, ce n'est pas mes yeux, ce sont ses yeux qui regardent tout ce qu'il aimait. Un beau jour, il me dit ça va pas, il faudrait que tu t'occupes de moi, je suis pas bien, la nourriture me convient pas, je voyais qu'il avait maigri. Et puis après, je l'ai plus vu de quelques jours, puis j'ai eu un coup de fil. Voilà, j'ai eu un coup de fil. C'est son ami qui m'a téléphoné, qui m'a dit si vous vous occupez pas de Rémi, il va mourir. Moi, j'aimerais bien mourir avant mes enfants. Hein? Mais pas après mes enfants. Je ne veux pas enterrer mes enfants. Mais malheureusement, à cette époque-là, on est en train d'enterrer nos enfants. C'est pas eux qui nous enterrent. C'est nous qu'on enterre nos enfants. Ça, c'est vraiment, c'est grave. À Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, une mère de famille a tué son fils de 29 ans, toxicomane, qui la terrorisait. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un tel drame survient en France. Des parents à bout de nerfs et pour se défendre du harcèlement de leur enfant drogué en arrivent à tuer. Sur ces images de son arrestation, Mireille Libéras a 63 ans. Elle vient d'assassiner son fils Gilles de 2 balles de revolver et de rater son suicide. L'enfer de Mireille Libéras a duré 12 ans. 12 ans de combat pour sortir Gilles de la drogue. Mireille est allée jusqu'au bout de ce qu'une mère peut supporter. Le samedi précédant le drame, son fils la menace d'une arme et exige qu'elle vende son appartement pour pouvoir refaire sa vie et échapper aux dealers. Le lundi matin, il est revenu pour chercher l'argent, pour savoir. Je lui ai expliqué que je n'en avais pas, que ça serait long au notaire, hein, parce qu'on n'hypothèque pas une maison, on n'a pas un appartement du jour au lendemain. Alors là, ben, tout a basculé, et puis... Je lui ai écrit arrête, arrête, et puis ni l'un ni l'autre, on s'est arrêté, et puis la vie, elle s'est arrêtée dans ma maison. Mère célibataire à 16 ans, Mireille a longtemps caché à Gilles l'existence de son père, parti vivre au Canada. Un secret que son fils a mal vécu. Quand elle lui en parle pour la première fois, Gilles a 19 ans et se drogue déjà. J'étais longue depuis 2 ans à regarder à nouveau la mer parce que ça me faisait mal au début. Mais maintenant, j'ai ce besoin parce que alors, je regarde la mer, puis je regarde le ciel et puis il est avec moi. Je me raconte des histoires, quoi. Mais ça, ben, le rêve, c'est gratuit. Et puis surtout, ben, si moi j'ai mal, lui, ben, il a pas mal aujourd'hui. Il a la paix. Et il est surtout libre de ces chaînes qui lui ont gâché sa jeunesse. Et je ne veux pas toujours culpabiliser, mais j'en reviens encore que si peut-être il était né dans d'autres circonstances, si peut-être j'avais su aller au-devant de lui, et bien, avec moi, il regarderait la mer aussi maintenant. C'est un petit qui était heureux de vivre, qui ne posait pas de questions. Jamais, vous m'entendez, jamais, surtout quand il a commencé à aller à la maternelle, jamais il est venu me dire « Maman, mais moi, mon père, il est mort, il est vivant, tu es veuve, tu es divorcée. » Jamais de questions. Dans ma tête, j'ai pensé. Je me disais « Il est heureux, mon petit. Qu'est-ce que je vais lui dire quelque chose ?» Je ne pense pas. Mais pour moi, pas une seconde à ma tête, je pouvais penser qu'il pouvait souffrir. Alors qu'avec le recul, quelques années après, j'ai compris qu'un petit qui ne pose pas de questions, qui est heureux et qui est intelligent en même temps, automatiquement, lui, sans poser de questions. Et c'est là, s'il y a des personnes qui m'entendent, qui m'écoutent, s'il y a des mamans qui sont dans cette situation, que l'enfant ne pose pas de questions. Pourtant, on sait très bien qu'on a un père, qu'on n'est pas né par l'opération du Saint-Esprit. C'est là qu'il faut aller au-devant de l'enfant.
Il faut prendre ce coup. Si on peut appeler ça un courage, c'est même pas un courage, il faut parler à son enfant. Parce qu'un enfant, et ça je l'ai compris trop tard malheureusement, mais il faut aller au-devant de lui. Parce qu'un enfant, la vérité, il doit la savoir. Les non-dits, les conflits, la violence verbale ou physique avec les parents, tous les toxicomanes en parlent. En 10 ans de drogue, Yann aussi est passé par là. Pendant longtemps, mes parents n'ont pas su ou n'ont pas voulu reconnaître que j'étais un toxicomane. Est-ce que vous parliez quand même beaucoup avec eux? Alors, beaucoup de complicité avec ma mère, donc très protectrice, puisque je suis fils unique, donc une mère très protectrice. Bon, on dit souvent dans le milieu des spécialistes en toxicomanie que le rôle de la mère par rapport au toxicomane est très important. Et très peu de contact avec mon père qui était pour des questions professionnelles ou personnelles un peu éloigné de mes problèmes. Yann a décroché de l'héroïne il y a un mois. Suivi par des médecins, il entame aujourd'hui une cure de désintoxication. Sans la main tendue par son père, Yann n'aurait sans doute jamais quitté ses dealers. Ma mère aurait peut-être eu tendance à cacher ma toxicomanie à mon père pour me protéger. J'aurais souhaité avoir un dialogue, particulièrement avec mon père, comme je l'ai eu ces dernières années. Ça fait un peu plus d'1 an, 2 ans, quoi, disons. 2 ans que mon père a fait la démarche qui m'a le plus marqué. C'est lorsque je me suis mis au Subutex, donc il y a 1 an de ça. Il est allé avec moi à la pharmacie, demander l'ordonnance pour mon Subutex, etc., etc. Et ça m'a beaucoup touché, parce que ça voulait dire qu'il se sentait concerné. C'est là qu'il m'a avoué que la toxicomanie lui faisait très peur, et que c'était pour ça que jusqu'à ce moment-là, il avait refusé de vouloir reconnaître que j'étais un toxicomane. Et depuis, il a adopté une attitude très positive à mon égard, et mes parents me soutiennent beaucoup. Après Paris, Marseille est la ville de France où la drogue fait le plus de ravages. On parle ici de 5000 toxicomanes accros aux drogues dures. Les coups de filet succèdent aux rafles, mais la drogue est toujours là, et pas seulement dans la rue. À Marseille, des familles entières subissent la violence d'un grand frère, prêt à tout lorsqu'il est en manque et qu'il lui faut trouver quelques centaines de francs pour sa dose. Il y a 10 ans, à bout de souffrance, d'isolement, d'incompréhension, des mères de toxicomanes ont fondé l'Association des Amis de l'Espoir. Avant tout un lieu de parole où l'on vient trouver un soutien moral, parfois des conseils. On a commencé, hein? C'est la première fois que Madame Saint-Martin se rend à l'association. Sa fille est encore lycéenne, mais déjà toxicomane et violente. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir. Hein? C'est une catastrophe. Moi, ma fille, elle refuse tout ce que je dis systématiquement. Je donne des conseils, je vais dire blanc, elle va faire noir. Ouais. Mais le plus grave, c'est quand elle arrive, qu'elle est dans un état de... m'est arrivé de prendre ma fille, habillée, à traîner dans la chambre. Alors là, elle a eu des réactions très mauvaises, hein, jusqu'à lever la main. Il faut pas se laisser faire. Mais c'était une autre personne, c'était vraiment, c'est effrayant. Un petit peu forte, parce que vous laissez faire, ça y est. Hein. Ah ouais. Elle vous crase. Elle vous crase, elle dit ça y est, j'ai pris le dessus, je fais ce que je veux. Et elle est violente avec vous? Très violente. C'est-à-dire frapper? Menaces, violence verbale. Et puis alors tout casser dans la chambre. Hein. Il t'en manque. Hein. Quand ils font comme ça, ça t'en manque. Hein. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Oui, il manque. Ouais, quand il casse, bon, c'est vrai que j'ai une gifle. Hein. Mais vous avez réagi donc, hein? Ah oui. Et depuis, elle rentre en colère, elle a fait des grandes crises. Elle a des coups de pied de partout dans sa chambre. Elle casse ses objets et tout, mais plus sur vous. Non, plus physiquement sur vous. Non. Yamina, je ne sais pas si je pourrais encore le supporter. Ouais. Comme j'ai dit, je t'enlève la vie, je vais en prison, mais non, ça, c'est pas possible. Si elle me lève la main dessus... Toutes les mères, elles ont passé ça. Ah non, elle ne m'a pas frappé. Hein. Jamais, hein. Jamais. Ah, voilà. Et je ne me laisserai pas faire. S'il me frappe, moi, je vous ai dit, la porte des baumettes, je l'ouvre. Je le tue. Ah non, je le tue. Oui, hein. Tout à fait. Mais il y a des moments, quand vraiment je suis énervée, je le vois dans un état débrayé, je lui souhaite la mort. Puisqu'une femme, une mère, elle arrive à souhaiter la mort à son fils, c'est grave. Hein. C'est vraiment grave. Pour France, l'enfer de la drogue a 3 visages. Celui de ses 3 fils, tous 3 toxicomanes. Rémi, l'aîné, est décédé du sida en 1995.
Il a passé ses derniers mois de vie derrière les murs de cette prison à Salon de Provence. Son deuxième fils est au Baumette pour braquage. Le troisième est en liberté, mais il donne rarement de ses nouvelles à sa mère. France avoue avoir eu du mal à s'occuper de ses fils qu'elle a eus très jeunes. La drogue, les dealers, la descente aux enfers de Rémi, elle ne s'en est aperçue que trop tard. Il avait été arrêté parce qu'il faisait des hold-up. Et pourquoi il faisait des hold-up? Parce qu'au départ, il s'est drogué. Et pour avoir les sous de la drogue, on vole. Au début, je ne m'en apercevais pas de trop. Hein. Au début, c'était... Parfois, il était bizarre, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qu'il avait. Qu'est-ce que vous entendez par bizarre? Il était toujours pressé, il venait, il partait, je ne comprenais pas. Il était très gentil, mais il était toujours pressé de partir. Quand il arrivait, il allait aux toilettes. Bon, moi, je croyais qu'il... je croyais qu'il avait la diarrhée ou des trucs comme ça. Puis finalement, il se droguait dans les toilettes, dans les WC. Il se piquait à ce moment-là. Il avait quel âge? 19 ans, 20 ans. Difficile d'expliquer l'inexplicable. Rémi, comme ses frères, vivait dans une famille unie, dans un milieu aisé. Rien en apparence ne les prédisposait à tomber dans la drogue. Aujourd'hui, malgré la présence de Jacques, son mari, et l'affection de Laurent, son dernier fils, France a du mal à reconstruire une vie que la drogue a bouleversée. Rémi m'a fait souffrir, pourquoi? La seule souffrance que j'ai eue envers de Rémi, c'était... en fait, c'est d'avoir touché à la drogue. Et encore, c'était lui qui souffrait. Moi aussi, je souffrais, mais c'était lui. Et ensuite, la prison. Prison privée de liberté, quand je pense à ça. Vous avez eu 3 enfants qui étaient en même temps en prison? Oui, pendant une certaine période, oui. Il a toujours pris sur son dos de dire que s'il avait commencé, s'il n'avait pas fait, du moins c'est faire, peut-être on ne l'aurait pas fait non plus. Je sais pas. Quel état d'esprit vous étiez quand ils étaient tous les 3 en prison? Oh j'étais... C'est comme si vous me disiez quand un cyclone passe, comment vous passez, vous savez plus où vous en êtes. Je sais pas, je savais plus où j'en étais. Je n'aurais pas pu vous le répondre à ce temps-là. Je n'aurais pas pu vous répondre comment j'étais à ce temps-là. J'étais que j'étais très très mal. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils se sont drogués tous les 3? On ne peut pas savoir pourquoi. En fait, un enfant, c'est quoi? C'est un billet de loterie. C'est-à-dire que dans des familles où les gens sont peut-être modestes ou même les gens qui sont imbéciles peuvent faire des génies, et à la limite, je dirais que dans des familles honnêtes, il peut y avoir des assassins. Alors donc, ça n'a rien à voir. Ils se sont drogués parce que sur ce chemin, ça s'est trouvé comme ça. Vous regardez souvent les photos de Rémi et vous? C'est-à-dire que maintenant, il est toujours avec moi et il est avec moi aussi, hein, c'est sûr. Alors, c'est pas un problème, c'est sûr, je regarde les photos, pas tous les jours, de temps en temps. Le soir surtout, plutôt le soir. J'écris ou je regarde, mais... ça dépend, si c'est l'été, je sortais celle-là, parce que je le voyais à la mer. Si c'est l'hiver, je le prends au ski, mais je le fais vivre les saisons. Si ça sera la fin de l'année, je prendrai celui-là. Bonne fête, heureuse année, toutes les années, même si c'est 95, 96, 97, je continuerai. Certaines mères, quand elles ont des problèmes comme ça de drogue chez leurs enfants, on arrive à tuer leur fils. Est-ce que vous auriez pu imaginer ça? Je pense que j'aurais pu le faire parce que déjà moi, au niveau du temps et de la drogue, ça a été quand même assez court. Je veux dire, en fait, ça a été vraiment très court. Mais si j'avais dû me battre pendant des années, en le voyant malheureux, en me voyant malheureuse, en fait, dans des moments pas possibles, je crois que j'aurais pensé plus à lui et que je lui aurais enlevé la vie parce que c'était trop de souffrance. C'est trop de souffrance, la drogue. J'ai plus envie d'écrire. J'en ai rien à foutre qu'on dise que je suis fort ou pas. La flatterie, c'est pour les autres, bien ou pas. Pour moi, c'est toujours mal. C'est pourri autour de moi. Même les gens braves deviennent méchants. Ils sont forcés.
Ils deviennent pourris par la force des choses, la fatalité. On a trop mal. Vous voyez, il a écrit « on a trop mal ». Il n'a pas écrit « j'ai trop mal », on a trop mal. Gilles a connu la drogue au lycée. Parce que son fils était sportif, gai, brillant et qu'il avait des projets plein la tête, Mireille, sa mère, ne s'est rendue compte de rien. Le jour où elle comprend, il est déjà trop tard. Son fils a déjà un pied en enfer. Gilles raquette sa mère pour acheter ses doses, il la menace et chaque fois elle paye. Les premières années, j'ai subi sa violence, ses colères, son manque, étant donné que, je ne sais pas si c'était de la peur, et c'est surtout parce que je voulais lui éviter de faire des conneries à l'extérieur, tant que je pouvais, je lui donnais de l'argent. En me disant, mais parce qu'il me disait, tiens, ben, je vais partir 2-3 jours, me mettre au vert, alors j'ai donné un peu plus d'argent, c'était pour son voyage, pour se nourrir, tout ça. Et puis le lendemain, il revenait. Et chaque fois, on veut y croire. Et un jour, ben, d'abord j'étais malade, j'en pouvais plus, parce que là, alors, il y avait des menaces, il me réveillait la nuit, il me prenait ma carte bancaire, il m'obligeait le matin à me lever à 6 h du matin avant de partir travailler, à me dire, va me retirer 200 francs, va me retirer 600 francs. Et puis j'ai dit, maman, mais il n'y en a plus. Hein. Et un jour, j'ai dit, non, c'est pas possible. Et il me dit, tu vas pas revenir. Il m'avait pris mon sac, j'ai donné mon sac, moi, les papiers de ma voiture. Il m'a dit, tu vas pas revenir. J'ai dit, non, mais il y a ton frère qui est couché, tu crois pas que je vais le laisser, je vais revenir. Et là, je suis allée téléphoner à la police. Hein, parce que je savais que je ne pouvais plus aller chercher 600 francs. Je savais. La police sont venus, je leur ai expliqué, ils ont raisonné, ils voulaient faire entre personnes, il était menaçant, enfin, des trucs là, à la main, il faisait signe que c'est qu'il allait se tuer. Bon, les flics sont arrivés, il y en a un qui est arrivé plus à le raisonner, et comme il était en manque complètement, ils lui ont dit, bon, t'amènes à l'hôpital, ils l'ont amené à l'hôpital, et 1 heure après, il ressortait. Il ressortait. Et puis la situation s'est tellement aggravée, il commençait à tout casser dans la maison, les bousculades, les cris, ça devenait l'horreur. L'horreur pour lui, sa souffrance. Pour moi je ne me compte pas. Parce que... Mais pour son frère, c'était vraiment la catastrophe. Son frère, ben, il avait 12 ans, il passait des nuits blanches, 12 ans. Passait des nuits blanches, il allait le réveiller la nuit, il lui prenait son poste, il lui prenait ses cadeaux, le lendemain de ses cadeaux de Noël, il lui vendait ses jeux qu'il avait eus, enfin tous les vêtements. Moi, je cherchais des affaires, moi, une veste en fourrure que j'avais, elle n'y était plus parce qu'on me l'avait pris la journée quand j'y étais pas, mais tout ce qu'il pouvait prendre, on me le prenait au fur et à mesure. À bout de force, Mireille quitte la maison avec son plus jeune fils. Gilles, en manque, fait venir un brocanteur et vend pour le prix de quelques doses tout le mobilier de l'appartement que sa mère vient de quitter. Malgré cette nouvelle épreuve, Mireille espère toujours. Entre 2 défonces, Gilles a des périodes de rémission. Il passe de la drogue à l'alcool, puis de l'alcool aux médicaments et se remet à travailler. Il veut devenir journaliste sportif et collabore même à la rédaction d'un journal local. Mireille y croit. Mais ces périodes de lucidité ne durent jamais plus de 6 mois. Et chaque fois, Gilles replonge un peu plus bas. Pourquoi moi qui me suis battue pendant tant d'années, pendant 12 ans, même à l'aimer, à essayer de le préserver. Je me rappelle que quelques mois avant, un drame semblable qui s'était passé dans notre région et que j'avais... il était à la maison quand au journal au 19-20, il y avait eu le jugement. Je me rappelle qu'il s'était tourné vers moi et qu'il m'a dit « Dis maman, mais tu ne me ferais pas ça ?» Et je me souviens que je m'étais approchée de lui. Je l'avais pris dans mes bras et j'avais dit « Mais tu es fou de penser ça, Gilles, mais tu te rends compte qu'il y a des années que je me bats, que j'essaie de t'aider, mais tu vas gagner, on va s'en sortir. » Et je lui ai dit ça 3 mois avant. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et là, de voir qu'il
il était tellement mal en point, il ne se supportait plus. Il était arrivé à un tournant de sa vie où il me disait sans arrêt, « Maman, ou je change, il faut que je change, il faut que je m'en sorte, mais maintenant je ne peux plus continuer comme ça. J'ai 29 ans, je ne peux plus vivre comme ça, je suis trop mal, j'en ai marre. » Alors là, c'était... il passait de la dépression à la révolte. Dans sa révolte, Rémi essaye tout. Il va jusqu'à déclarer la guerre à ses propres dealers, mais chaque fois, le manque est plus fort et Rémi replonge. D'overdose en overdose, il devient alors un habitué des services d'urgence, un abonné du SAMU. Combien de fois j'ai appelé des médecins pour leur dire « mais aidez-le, faites quelque chose ». On ne peut rien faire. Combien de fois on l'a mené à l'hôpital, il sortait 1 heure après. Il y en a un, une fois, il était en folie, en manque. J'ai appelé SOS médecin en disant « c'est pour un toxicomane ». Automatiquement, il a pris les devants. Il est arrivé, mais il a prévenu la police. Ils sont arrivés en même temps. Le SAMU d'Aubagne, parce que j'ai dit, il a pris aussi des médicaments, je ne sais pas, ils ont craint le début. Ils sont tous arrivés. À 1 heure du matin, ils m'ont dit, mon fils, il était excité, déchaîné, en manque, la folie. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est qu'un toxicomane profond, mais en manque. Ils ne sont pas tous pareils, parce que chacun a leur personnalité. Mais le manque, c'est quelque chose de... La douleur la plus atroce, c'est quand vous voyez votre petit qui hurle, qui est plié en deux, qui hurle la mort. Ce n'est pas du cinéma, hein. C'est des souffrances atroces, atroces, atroces. Et moi, 3 heures du matin, j'en pouvais plus de voir souffrir mon fils. Et comme je l'ai fait X fois, moi, et même certains de ma famille, j'ai pris ma voiture à 3 heures du matin. Mon petit Serge, il ne m'a pas entendu, il dormait, il avait quand même déjà 15 ans. Oui, 15 ans. J'ai pris ma voiture 3 heures du matin, j'ai dit, Gilles, où tu veux que je t'amène? Et on est parti dans certains quartiers. J'ai donné l'argent. Il me dit, maman, ne bouge pas, comment il n'a pas que tu m'accompagnes. Il avait peur que je découvre la tête des vendeurs, là. Et j'ai donné l'argent. Alors, il me disait, maman, alors des fois, il était plus conscient, c'était raisonnable, une dose, je lui disais que 200 francs. Des fois, il me disait, maman, pour que j'en ai, je me réglerai, je me ferai des petites doses, des coton imbibés, ça durera 2-3 jours. J'ai donné des fois 600 francs. J'attendais un quart d'heure à 3 heures du matin, à l'angle d'un immeuble, j'attendais, et je le revoyais. Et pour vous montrer combien c'est psychologique, au moment même où on partait acheter la dose, il ne pensait plus à sa douleur. Parce qu'il savait qu'il allait avoir son calmant. Vous vous rendez compte un petit peu si c'est fort dans la tête? Et là, alors, ça a été la descente aux enfers. Je ne crois pas que Gilles, si je l'avais raté, il serait encore en vie, mais peut-être dans quel état physique. Et même si on était arrivé à le sauver, j'avais perdu quand même mon fils, parce que jamais il aurait pardonné à sa mère d'avoir fait un pareil geste. Moi, je me suis peut-être ratée, mais malheureusement, lui, je ne l'ai pas raté. Je pense, j'essaie d'analyser le pourquoi et comment j'ai pu en arriver là. Pour le moment, eh bien, le désespoir. Maintenant, bien sûr que je souffre, plus peut-être que je souffrais mais lui, il ne souffre plus. Parce que sa souffrance, elle n'est pas à mesurer avec la souffrance, même que je ressentais, avec la souffrance de personne. C'était sa souffrance, et elle était multipliée, je vous l'ai déjà dit, je crois, pour lui, dans son corps, dans sa tête, et de savoir qu'en plus de ça, il faisait souffrir tout ce qu'il aimait autour de lui. J'espère que je rêve encore, qu'il m'entende, et qu'il puisse me pardonner quand même. C'est tout ce que je demande.